Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, crime des 7 écoliers de Kumba. Ces âmes innocentes ont entamé leur dernier voyage pour l'éternité. Elles ont reçu ce jour les hommages de la nation tout entière au cours d'une cérémonie funèbre que présidait le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. Espoir brisé d'une paix brave entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel, le Seydou Bourbon-Diaya retire au général Pierre Semengue l'organisation des championnats de Ligue 1 et 2, mettant ainsi en péril la saison sportive 2020-2021. Quel avenir pour le football camerounais? La question reste posée. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Les larmes versées ce jour à Kumba et à travers le monde entier n'ont pas suffi pour pleurer les 7 élèves abattus à la Mother Francisca School le 24 octobre dernier. Ils ont reçu les hommages de la nation tout entière au cours d'une cérémonie funèbre que présidait le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. Retour sur cette ambiance lourde à Kumba dans ce reportage que signe François Dikome et Eric Fopoussi. Derrière les cercueils couverts du vert rouge-jaune, un monde de tristesse. La nation pleure ses enfants. Des personnes présentes en nombre au Amusement Park de Kumba pour assister à la cérémonie officielle des obsèques des 7 élèves de la Mother Francisca Bilingual Academy, brutalement arrachés à la vie le 24 octobre dernier. Sur une banderole, on peut lire « Nos cœurs saignent pour les anges tombés, partis trop tôt mais ne seront jamais oubliés. Reposez en paix, nos martyrs. » Mais, signe des temps, le début du repos connaît une perturbation. Avant la cérémonie, un véhicule transportant l'une des martyrs prend feu sur le chemin. Plus loin, sur le même trajet, c'est un autre décor protocolaire. Le Premier ministre représente le chef de l'État à ses obsèques. Joseph Dion-Ngouté est porteur d'un message de compassion. Consoler les parents, les enfants qui ont été très froidement assassinés, mais aussi pour passer un message à la ville de Kumba et de ce fait à toutes les populations du sud-ouest et du nord-ouest qu'il fera tout pour que ces atrocités prennent fin. Cette cérémonie des obsèques a un fort accent religieux, une connexion à l'au-delà d'où pourrait venir la solution aux actes barbares. Une opportunité de travailler pour la paix. La paix ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Nous devons nous asseoir pour parler des problèmes qui minent notre maison. C'est le message principal de l'Évangile. Joseph Dion-Ngouté, arrivé la veille à Kumba, a également rendu visite à l'hôpital aux blessés du massacre du Samedi Noir. Ici, il vient remettre des paquets envoyés par la première dame du Cameroun. Et le gouvernement camerounais condamne une fois de plus avec fermeté ces actes odieux commis contre des jeunes apprenants et leurs formateurs dans le but de dissuader les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et de créer la psychose au sein de la communauté éducative. Le ministre de la Communication transmet à toute la communauté éducative en général et particulièrement aux élèves victimes des attaques le soutien constant du président de la République, son Excellence Paul Biya.
Prenons cette information de dernière minute. Le cardinal Christian Toumi et le Fon Nso dans le nord-ouest enlevés cet après-midi par des hommes lourdement armés et présentés comme des séparatistes. L'enlèvement s'est produit alors qu'ils se rendaient dans la localité de Banso, c'est au nord-ouest Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Encore des grincements de dents, on lui dit monter Aurore à Yaoundé. Les populations s'opposent à la destruction de leurs biens et aux travaux engagés par le gouvernement sur leurs terres sans indemnisation préalable. Il s'appuie sur l'ordonnance du tribunal administratif qui ordonne l'arrêt des travaux en attendant que les choses soient tirées au clair. Ce que n'a pas respecté l'autre partie qui a fait venir des engins ce jour pour exécuter des travaux sous forte présence des forces de sécurité. Je vous propose de suivre la réaction de Jean-Louis Onambélé. Il est riverain et un des propriétaires des terres querellées. Dernièrement, on a vu les engins qui viennent chez nous. On se plaint. Le ministre nous reçoit dans son cabinet, le ministre Ketchak, en disant que une commission qui va venir va travailler avec nous. Il instruit le maire principal. Le maire principal nous dit que Ntibé Vunalou dit qu'il a dédommagé les gens. Il va nous sortir un listing des gens qui ont reçu l'argent. Depuis mardi, nous sommes à 3 semaines. Ce matin, on voit la police qui arrive avec le gouverneur. Et entre-temps, il y a un arrêté signé par la justice qui arrête les travaux pour qu'on voit clair sur ce problème. Ils n'ont pas respecté la loi. Ils sont venus ce matin avec les engins, avec des policiers armés de matraques et des armes lourdes. Le commissaire central a commencé à dire n'importe quoi. Nous, on s'est dit que la Cour suprême, c'est la haute juridiction. Mais quand la Cour suprême dit arrêt des travaux, on doit respecter ça. Je suis surpris qu'ils arrivent avec des engins policiers, gendarmes, pour nous séquestrer, pour faire passer la route. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Est-ce que le Cameroun est encore un pays de droit? Si c'est un pays de droit, qu'on me le dise. Si ce n'est pas un pays de droit, qu'on ne nous pousse pas à nous radicaliser. Les victimes collatérales nous parlent, c'est le titre d'un ouvrage sur Boko Haram. L'auteur y décrit les frasques d'une guerre asymétrique présentée comme un conflit interreligieux, mais qui n'en est pas un. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. La vie des populations de la région de l'extrême nord, consignée dans un livre. L'auteur relate le quotidien teinté de traumatisme des victimes de la secte islamiste Boko Haram. C'est un quotidien qui est fait de calvaire, de misère et de souffrance à cause des agressions répétées de la secte terroriste. Donc nous avons pensé qu'à travers notre plume, on peut faire vivre cette actualité, cette réalité à nos concitoyens. Donc je parcours les origines de Boko Haram, je parcours cette guerre qui est importée. Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. C'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Loupepo. En 98 pages, l'auteur raconte les péripéties d'une guerre présentée au départ comme un conflit interreligieux. Pourtant, il n'en est rien. Au départ, on donnait l'impression que le christianisme était combattu. Mais quand vous voyez l'évolution sur le terrain, ces mêmes gens qui disent être musulmans agressent les chrétiens, agressent les musulmans. Ils se font exploser à la mosquée, ils se font exploser à l'église. Du coup, quand vous regardez, on ne peut pas conclure que c'est une guerre de religion. Quand ils attaquent un village, quand ils agressent des personnes, ils récitent des formules musulmanes, mais très clairement, beaucoup de musulmans que nous avons rencontrés ne se reconnaissent pas dans cette façon de pratiquer la religion-là. Si leur foi est restée inébranlable malgré l'adversité, l'auteur présente les autorités religieuses comme victimes collatérales, elles qui ont souvent fait l'objet d'enlèvements par les terroristes de Boko Haram. Et pour sortir de ce traquenard, l'auteur propose des pistes de solutions en plusieurs points. Si on est chrétien, on peut intervenir dans le sens de la prière, on peut aussi intervenir dans le sens de la générosité. Et maintenant, si on est médecin, psychologue, psychiatre, on peut aussi intervenir en faisant montre de ses capacités pour aider ces personnes-là qui, sur le plan moral et mental, sont affaiblies par ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont subi. Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. Le livre met sur la sellette les frasques de la secte islamiste, tout comme il questionne cette guerre asymétrique qui a plongé pasteurs et fidèles, en plus des forces de défense et autres civils,
dans la misère au quotidien. Voilà plus d'un an que l'activité économique est paralysée dans la ville de Kiossi, au sud de Cameroun. La pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières par la Guinée équatoriale le 11 octobre 2019 ont plongé les opérateurs économiques locaux et commerciaux gabonais, camerounais et équato-guinéens dans un désarroi sans précédent. D'autres précisions dans ce reportage de Roger Takala, Jean-Paul Chouniat. À la fermeture unilatérale de la frontière par la Guinée équatoriale le 11 octobre 2019, l'économie locale de la ville camerounaise de Kiossi tournait déjà au ralenti. Depuis ce 11 octobre jusqu'à nos jours, la frontière est fermée, les activités ont chuté, ont baissé. Je peux dire que Kiossi est même mort. Il n'y a plus rien à Kiossi actuellement qui tourne. La vitalité économique reconnue jadis à cette ville carrefour a encore pris un sacré coup avec l'arrivée de la pandémie Covid-19 dès le mois de février 2020. Ce qui poussait alors les autorités gabonaises à fermer à leur tour la frontière avec le Cameroun. Conséquence, l'arrêt de la circulation des personnes et l'échange des marchandises dans ces trois pays phares de la CEMAC a plongé Kiossi dans une morosité économique sans précédent. Kiossi vit grâce aux deux frontières. Nous avons nos partenaires en Guinée, les autres au Gabon. Quand la Guinée ferme comme ça, Kiossi meurt aussi, l'économie meurt. Quelqu'un peut facilement faire même une semaine sans vendre 5 000. Alors que ça, c'est un centre commercial où, à l'époque, on avait des grandes recettes, on faisait des grandes recettes tous les jours. Nous nous maintiens seulement parce que nous sommes un peu des anciens sur le terrain. C'est ce qui fait qu'avec la famille, tu ne peux pas fermer aussi. Si tu fermes, tu auras des difficultés. Des dizaines de commerçants ont déjà fermé boutiques et magasins depuis des mois. Et les bailleurs cherchent désespérément locataires pour tenter de rattraper des manques à gagner considérables. Dans cette affaire, la municipalité du coin ne sait plus où mettre la tête. Les recettes locales issues des impôts et taxes communales diminuent au quotidien. Kiossi est une ville commerciale et les principaux clients sont ceux-là qui viennent des villes, des pays voisins, c'est-à-dire la Guinée équatoriale et le Gabon. Et une fois que les frontières sont fermées, l'activité économique chute et tout devient compliqué. Donc c'est vrai que au niveau de l'État central, des démarches ont déjà été entreprises. Devant une économie locale asphyxiée et agonisante, le chef de l'exécutif communal de Kiossi mise désespérément sur la fin du coronavirus et l'ouverture incertaine des frontières pour voir l'activité économique de sa municipalité redémarrer à plein gaz et surtout tourner à plein régime pour une prospérité enfin retrouvée. Accentuer les investissements dans la ville de Douala, mettre fin au calvaire des populations, notamment celui des routes. Tels sont les défis majeurs de l'exécutif municipal au moment où l'année 2020 s'achève. Autre priorité majeure, c'est mettre fin ou la lutte contre l'insécurité avec le phénomène des microbes. On voit tout cela dans ce reportage de Georges Mitterrand, Donald Brice Kamgan. La dégradation du réseau routier à Douala, c'est l'une des priorités de la mairie de ville en 2021. Les routes principales pour lesquelles cette administration a compétence devront afficher un meilleur visage. L'entretien routier et d'une manière générale la mobilité, les routes, le transport public. Voilà une des premières priorités de notre action. Nous avons l'éclairage public, on a commencé, on va continuer. Il s'agit d'avoir l'éclairage des principaux axes à 100%. Au moins les principaux axes, avoir l'éclairage, non pas un jour sur deux ou un jour sur trois, mais tous les jours. Les investissements sur les infrastructures, il faudra d'autant plus accentuer les financements des projets qu'en 2020, les attentes en matière d'amélioration du cadre de vie des populations ont été mises à rude épreuve pour diverses raisons, notamment la lutte contre le coronavirus. Nous avons, notamment en matière de transport, de mobilité urbaine, un plan novateur qui doit permettre d'améliorer la circulation sur tous les axes, tous les grands axes. C'est un investissement important, c'est un investissement d'entretien et que nous avons aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de milliards.
sur 3 ans. L'actualité est marquée par le phénomène des microbes, ces bandes de jeunes qui écument les quartiers avec armes blanches pour agresser les populations. Les autorités municipales conviennent qu'au-delà des réponses sécuritaires à cette problématique, il importe de renforcer les moyens de lutte contre l'oisiveté, une cause majeure de cette gangrène. Nous avons justement, en ce qui nous concerne déjà, pensé beaucoup de projets qui pourraient déjà les intéresser. Et au niveau de la commune, il y a ce qu'on appelle la méthode IMO qui nous permettra à coup sûr d'associer les jeunes dans des travaux communautaires. Il faudrait une synergie d'action en intégrant non seulement les comités de vigilance qui sont établis dans tous les arrondissements, mais il faudrait également la bonne volonté des villages, donc les autorités traditionnelles. La mairie de ville de Douala achève ce conseil en adoptant parmi ses orientations pour 2021 la recherche de nouvelles niches de financement des projets pour répondre aux besoins des populations. Ces 57 milliards de francs CFA de budget actuel étant loin des moyens nécessaires. Exécution du budget d'investissement dans la région de l'Est, les entorses et magouilles observées lors des passations des marchés publics plombent la consommation des budgets et freinent la construction des ouvrages. C'est le cas de l'hôtel de ville de Doumé. Benjamin Issam. Parmi les mots qui minent le secteur des marchés publics dans la région de l'Est, il y a le non-respect des procédures prescrites par le Code des marchés publics. Le ministre demande à Mme Goumé d'annuler son deuxième appel d'offres et de respecter le résultat du premier appel d'offres. C'est tout. Ce n'est pas magique. Le code de marché est clair. Je n'ai fait aucune faute. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je serais perdant de cet appel d'offres. J'ai d'abord souffert pour cet appel d'offres depuis le départ. Il y avait d'abord un appel d'offres restreint. J'étais le seul candidat. Mais comme le code de marché public dit qu'à moins de 3 candidats, on ne peut pas considérer le résultat, le maître d'ouvrage a annulé cet appel d'offres restreint et a relancé un appel d'offres ouvert où tout le monde pouvait venir postuler. Cet opérateur économique s'est vu attribuer le marché de construction de l'hôtel de ville de Doumé en 2019. Un appel d'offres fructueux pour lui, mais la suite des événements sera de mauvais goût. Mon concurrent déjà n'avait pas fait une requête quand il a su qu'il a perdu le marché. La commission a proposé au maître d'ouvrage que j'ai gagné le marché. Malgré réticence du maître d'ouvrage pour signer la décision, elle a fini par la signer. Mais aujourd'hui, on me dit que l'appel d'offres est annulé. Contre toute attente, le maître d'ouvrage va marquer avis non favorable et lancer un nouvel appel d'offres et le même marché sera attribué à un autre soumissionnaire. Je ne vois pas de suite. Et apparemment, le nouveau bureau d'études qui a été adjudicataire est déjà en train de se mobiliser sur le terrain. Ça, je me pose des questions. Comment je ferais pour entrer dans mes droits? Parce que je ne demande que ça, qu'on me reconduise dans mes droits. Ce dossier est bien connu au ministère des marchés publics, mais les lignes n'ont pas bougé jusque-là. À la commune de Doumé, c'est le silence radio, malgré nos tentatives de voir plus clair sur ce dossier. Des solutions sont attendues par le patron des marchés publics qui vient d'effectuer une visite de travail à l'Est sur les chantiers du plan d'urgence triennal et les projets structurants. Ibrahim Talbamala s'est félicité des travaux de construction de la voirie de Berthois. Berthois n'est plus ce que nous avions connu à l'époque. De notre temps, on roulait dans la poussière et aujourd'hui, Berthois a totalement changé. Et je dois dire que les voiries urbaines sont quasiment achevées. Il reste certes des petits réglages à faire et cela va être fait dans les meilleurs délais. Au centre hospitalier de Berthois, malgré le retard, les travaux sont en cours d'achèvement et les équipements disponibles. Le développement du Cameroun est-il possible sans la maîtrise des données statistiques? Des experts en la matière répondent par la négative. Ils dénoncent l'élaboration des politiques publiques sans la prise en compte des données statistiques. C'est à la faveur des journées scientifiques de la statistique organisées à Yaoundé, à Ixéril. Au vu des différentes mutations que connaît le monde, peut-on penser le développement sans maîtriser les données statistiques? La question est au centre des échanges
à la faveur des premières journées scientifiques de la statistique organisées à Yaoundé. Le monde actuel veut mieux comprendre son fonctionnement et a besoin de ce que je peux appeler la science des données. Une science qui permet que lorsqu'on a un certain nombre de données sur un phénomène, qu'on puisse bien interroger ces données et être capable de savoir vers où on va, vers où on tend et vers quoi on peut s'attendre. La statistique est la science mathématique qui s'occupe précisément de cela. Parlant spécifiquement du Cameroun, les spécialistes dénoncent l'élaboration des politiques publiques sans la prise en compte des données statistiques. On ne peut pas penser le développement sans savoir, par exemple, comment est répartie la population à l'intérieur d'un pays. Voilà les statistiques démographiques. À la fin des élections, nous avons par exemple une sorte de représentation de la politique nationale des partis politiques en fonction de leur représentativité. Et on peut donc se demander par localité où est-ce que tel ou tel parti politique est mieux implanté et comment faire pour mettre en place une stratégie d'unité nationale. S'il est clair que les statistiques aident à la prise des décisions, il n'en demeure pas moins que des statistiques mal élaborées ou encore la mauvaise utilisation des statistiques peuvent s'avérer contre-productives. Les statistiques aussi peuvent parfois desservir quand elles ne sont pas bien analysées. Elles peuvent être utilisées à des fins plutôt malveillantes. D'où l'intérêt d'avoir des structures qui édictent des normes et qui veillent à une certaine éthique dans l'utilisation et le jeu de l'utilisation des règles statistiques au Cameroun. Sous l'égide de la Société camerounaise de statistique, statisticiens confirmés et statisticiens en herbe réunis à Yaoundé invitent les pouvoirs publics à repenser le développement du Cameroun en y incluant des données statistiques. Et les syndicats ont-ils leur mot à dire en politique? Voilà une question qui mérite bien un débat très enflammé. Les organisations syndicales ont voulu marquer le 75e anniversaire du mouvement, du mouvement syndical camerounais en menant cette réflexion avec pour objectif de discuter des moyens de renforcer leur aura et leur carrure dans l'environnement actuel. Donald Brice Kamgan. Les syndicats sont-ils dans l'arène politique? Débat d'idées sur la place et les influences que ces organisations socio-professionnelles peuvent avoir dans la vie politique d'un pays et au Cameroun en particulier. Le syndicat est obligé, étant un élément de la cité, de s'occuper aussi de la cité. Donc, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir un syndicaliste candidat à la présidence de la République. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais dans le débat politique, le syndicat a sa place et doit donner son avis partout où besoin sera. Prendre position, mais comment? Par la défense des droits de leurs membres, la critique des manquements des politiques publiques dans les secteurs socio-économiques. De la sorte, il y a forcément du politique dans les interventions que peuvent avoir les syndicats. Pour le Dr Serge Soro, le statut de force intermédiaire des syndicats renforce l'impact que leurs actions peuvent avoir sur un large public. Alors, dans notre cas, par exemple, si nos pouvoirs politiques ont besoin de légitimité pour discuter avec force, par exemple dans le cas des accords de coopération, eh bien, il est convenable qu'ils laissent des syndicats définir les orientations qui protègent les intérêts des Camerounais. Et une fois qu'ils auront mis ces intérêts devant, on ne pourra pas les bousculer parce qu'ils auront la légitimité nécessaire. Mais cela à condition que les syndicats soient forts. Ce n'est pas le cas au Cameroun pour le moment, convient les organisateurs de ce débat. Il serait urgent que l'État cesse de voir les syndicats des adversaires jurés. Dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, où le droit syndical est inscrit dans la Constitution, tous les opérateurs économiques contribuent à la vie des syndicats. C'est-à-dire quand vous créez votre entreprise, comme entreprise, vous apportez déjà une contribution aux syndicats. Si les syndicats ne présentent pas de candidats aux échéances électorales, les contributeurs à cette réflexion, à l'occasion du 75e anniversaire du mouvement syndical camerounais, ont rappelé que Cyril Ramaphosa, l'actuel chef de l'État sud-africain, ou Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, sont des anciens syndicalistes.
Comme quoi, ici comme ailleurs, les syndicats ont souvent été des laboratoires de futurs hommes politiques. Et dans la minute santé de ce journal, la lutte contre le cancer du sein préoccupe des organisations de la société civile sous la houlette de l'artiste musicien locaux. Un projet de soutien aux malades vulnérables vient d'être lancé à Yaoundé. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Si les personnes âgées sont les plus touchées, il y a également que de plus en plus. Cette pathologie n'épargne pas les plus jeunes. Avant, on disait que c'était la maladie des vieux, que non. Aujourd'hui, elle touche, on voit des jeunes filles de 18 ans, tout comme on voit des jeunes dames de 33 ans, tout comme on voit des mamans de 60 ans. Dans le dépistage gratuit et précoce aiderait, on espère, et s'il y a une boule qu'on puisse traiter et qu'on change le narratif du taux de mortalité en taux de survie. Sauf que la prise de conscience n'est pas encore à la hauteur des attentes. Le diagnostic est le plus souvent tardif et le traitement essentiellement palliatif. Une situation qui inquiète la société civile, pour qui il est plus que jamais indispensable de renforcer les moyens d'information au niveau de la population. C'est très important pour nous que la femme comprenne que le dépistage précoce aide beaucoup pour le traitement. Notre mission, c'est de changer les 80% de taux de mortalité que nous avons en ce moment en 80% de taux de survie. Parce que chez nous reste un mystère, on pense que c'est le village, alors que c'est un cancer qui, heureusement pour nous, peut être traité s'il est découvert de manière précoce. La prévention est d'autant plus importante que le traitement du cancer du sein coûte les yeux de la tête. D'où cette approche citoyenne qui s'appuie sur l'engagement de l'artiste local pour venir en aide aux plus vulnérables. Cela à travers la mise en avant d'un bon de prise en charge à hauteur de 10 millions. Chaque mois, nous allons prendre en charge certains cas qui sont vulnérables, donc ils ne peuvent pas suivre eux-mêmes leur traitement. Comme l'ont partagé les différentes associations, le taux de mortalité est assez élevé, donc oui, c'est quand même un problème de santé publique qu'il faut prendre au sérieux au Cameroun. La réduction de la mortalité liée au cancer en général et à celui du sein en particulier est une préoccupation constante du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Nous faisons plus un accompagnement comme un soutien psychosocial, c'est-à-dire que soit lorsqu'elle a déjà la maladie, généralement nous transférons déjà le cas au ministère de la Santé, les causeries éducatives, bref le dialogue, les moyens d'accompagnement. Parfois celle-là, elle peut perdre le travail parce qu'elle a été malade longtemps. Parfois le ministre les octroie des débuts de fonds de commerce. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de barrer la voie au cancer du sein qui fait tant de ravages dans notre pays. Cela est bien possible, à condition que le dépistage régulier prenne le pas sur la réaction tardive, très souvent fatale. À l'étranger, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, indigné par l'arrestation de Henri Konan Bédié, dans un échange téléphonique avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour lui faire part de sa vive préoccupation sur l'interpellation des chefs de file de l'opposition, Konan Bédié, Pascal Affinguessan et d'autres hommes politiques. Depuis Bruxelles, Laurent Gbagbo se dit outré par le traitement réservé à Henriette Bédié, femme apolitique dans un état de santé précaire. Le fondateur du Front populaire ivoirien appelle le régime de Alassane Dramane Ouattara à privilégier le dialogue et non la répression. Le communiqué est signé de Maître Habiba Touré, avocat personnel du président Laurent Gbagbo. Et du sport dans ce journal, affaire FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun. L'instance fêtière du football national décide de retirer l'organisation des championnats professionnels au général Pierre Semengue. C'était au terme d'une session du comité exécutif de la FECAFOOT tenue à Yaoundé. AXRI pour plus de précisions. C'est la principale résolution prise par le comité exécutif de la FECAFOOT réuni à Yaoundé. La LFPC n'est plus compétente pour organiser les championnats professionnels au Cameroun. Le comité exécutif statuant à l'unanimité des membres présents décide de retirer, à compter de ce jour, l'ensemble des compétences déléguées à la LFPC. D'ailleurs, il n'existe aucune convention de délégation de compétences entre la dite Ligue et la FECAFOOT. Pour justifier cette deuxième suspension de la LFPC, qui ne dit pas son nom, la FECAFOOT évoque l'organisation du match d'ouverture de la saison au mépris de la réglementation selon elle. L'organisation au mépris des statuts et règlements de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT d'un match
de football auquel des joueurs sans licence et des officiels d'une association sportive étrangère ont pris part, ainsi que le procès verbal des auditions ordonnées. Le comité exécutif de la FECAFOOT cite également le non-respect par la LFPC de la résolution 13 de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 25 septembre dernier. Au vu des manquements, dysfonctionnements internes ou défaillances constatées de la LFPC qui transparaissent à travers la remise en cause de la résolution numéro 13 prise par l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 20 septembre 2020, la cacophonie dans l'organisation des assemblées générales au sein de la LFPC. Puisque pour la FECAFOOT, le match Panthère-Coton disputé le week-end dernier est nul et de nul effet, elle annonce la publication dans les prochains jours des conditions dans lesquelles le kick-off de la nouvelle saison sera donné. L'ensemble des modalités relatives à l'organisation des championnats professionnels Ligue 1 et Ligue 2 sera communiqué en vue du démarrage effectif des 10 championnats dans les tout prochains jours. Le comité exécutif de la FECAFOOT s'est réuni en 2 temps pour prendre ses décisions. Après la suspension des travaux lundi 2 novembre dernier, le COMEX s'est à nouveau réuni mercredi 4 novembre 2020. Et de la réclame dans ce journal, assistance à l'éducation, la Société anonyme des brasseries du Cameroun récompense les meilleurs élèves du département de la Vina, c'est dans la région du Nord. La SABC a remis des fournitures et kits scolaires aux meilleurs apprenants. Reportage. Après le littoral, le sud et le centre, la caravane du groupe SABC a déposé ses valises dans le septentrion à la poursuite de la promotion de l'excellence scolaire ce 24 octobre 2020. C'est un total de 300 kits scolaires qui ont été remis aux élèves les plus méritants du département de la Vina lors d'une cérémonie très courue à l'école catholique Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré. Une reconnaissance du travail bien fait pour les enfants, mais également un coup de pouce pour les parents qui se voient ainsi soulagés d'une charge économique importante grâce à ces kits scolaires constitués de sacs à dos, de gourdes d'eau pour limiter la propagation des maladies hydriques et de tous les livres inscrits au programme allant des classes de cours préparatoires au cours moyen 2 pour la section francophone et de classe 1 à classe 6 pour la section anglophone. Thank you very much, Brasseries, for this prize. They gave me readers and a bottle of water to put water inside my bag. Je dis merci aux brasseries de m'avoir donné ce cadeau. Je veux bien étudier pour avoir encore. En ce temps du Covid-19, ça va nous aider à utiliser l'argent qu'on allait acheter les manuels scolaires à faire autre chose pour aider nos enfants. Nous promettons de bien faire usage de ces dons. Outre les élèves primés et leurs parents qui promettent de faire bon usage de ces kits scolaires, l'administration y voit également un geste responsable de la part d'une entreprise citoyenne qui, malgré la pandémie qui a paralysé ses activités, a tenu à honorer son engagement citoyen dans le volet éducation en contribuant à la formation de la jeunesse de demain. Nous ne pouvons qu'encourager les brasseries du Cameroun à aller de l'avant et à diversifier ce genre d'opération parce qu'en fournissant tous les livres et tous les cahiers et un sac aux enfants, ils allègent les parents dans leur quête pour une éducation meilleure et plus grande. Donc les brasseries du Cameroun nous aident dans plusieurs secteurs. Pour le groupe SABC, pareille initiative rentre en droite ligne de son engagement à toujours promouvoir l'émergence d'une jeunesse plus performante pour répondre aux besoins de développement du Cameroun. L'éducation, c'est le premier axe de notre action RSE. Pour cette raison on donne les kits scolaires pour encourager les enfants au travail bien fait, qui est le seul gage de la réussite scolaire et de la réussite dans la vie. En plus de rappeler à la jeunesse du septentrion que le groupe SABC, c'est vous, à travers ces caravanes de l'excellence scolaire, le leader agro-industriel camerounais poursuit son engagement dans l'ouest du pays auprès des couches les plus faibles, convaincu dans son ADN qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain.
Obsèque des 7 élèves assassinés à Kumba le 24 octobre dernier, le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gouté en représentant personnel du chef de l'État. L'émotion était au rendez-vous ce jeudi 5 novembre à Kumba, dans le sud-ouest. Sergent Lotou, vous l'avez dit, le Premier ministre Joseph John Gouté, représentant du chef de l'État, s'est incliné devant la mémoire des 7 écoliers froidement assassinés le 24 octobre dernier à la Moda Francisca School. Il faut le rappeler, en matinée, le chef du gouvernement a rendu visite aux élèves grièvement blessés ou aux rescapés grièvement blessés de cette attaque internée à l'hôpital annexe de Kumba. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe-Bissaye. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h.